Salut à tous, c'est Kelly et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui va vous faire aimer la littérature afro-caribéenne. Comme vous le savez, nous sommes en plein Black History Month ou mois de l'histoire noire. Et à cette occasion, j'ai décidé de vous présenter 3 livres qui permettent de comprendre à quel point c'est un mois qui est important. Tout d'abord, qu'est-ce que le Black History Month ? Le Black History Month, c'est une commémoration annuelle qui a lieu tous les mois de février et qui sert à commémorer l'histoire des Afro-Américains. Cette commémoration annuelle a été mise en place officiellement en 1976 sous le président Gerald Ford, mais il faut savoir que les Afro-Américains avaient depuis bien longtemps l'habitude de célébrer certaines dates au mois de février. Par exemple, les Afro-Américains célébraient l'anniversaire d'Abraham Lincoln ou encore celui de Frederick Douglass. Les Afro-Américains avaient également l'habitude de célébrer la Negro History Week. Donc c'était une semaine consacrée à l'histoire noire qui avait lieu également au mois de février et qui visait à mettre en lumière les apports des Afro-Américains dans la société et au sein de l'université. Et c'est à l'occasion du bicentenaire des États-Unis que cette semaine a été étendue à l'ensemble du mois de février. Donc le Black History Month est célébré aux États-Unis officiellement. Il est célébré également dans d'autres pays tels que le Canada ou l'Angleterre. Quant à la France, il n'y a pas officiellement de Black History Month puisque nous sommes la patrie de l'égalité, nous sommes la patrie, la République est une et indivisible et les races n'existent pas. Donc, l'idée d'un Black History Month semble totalement inconcevable en France. C'est déjà très compliqué de reconnaître les lois mémorielles telles que la loi de Taubira qui a reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Donc on est encore très très loin d'avoir un mois consacré à l'histoire noire. À part des initiatives citoyennes ou associatives, il n'y a pas officiellement de Black History Month en France. Donc maintenant qu'on a fait le point sur ce qu'était le Black History Month, on va poursuivre notre voyage littéraire et je vous amène aux racines de ce mois puisqu'on va aller aux États-Unis et on va s'intéresser à l'histoire des Afro-Américains à travers 3 lectures qui sont de genres différents pour que, comme d'habitude, il y en ait pour tous les goûts. On commence avec un roman policier ou un thriller avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Il est sorti en 2021 et comme son nom l'indique, on va suivre des faits qui se déroulent en Alabama en 1963. Donc là, nous sommes en pleine période de ségrégation raciale. Donc on est dans une période un peu charnière où on a les discours de Martin Luther King, on a le président Kennedy qui est là. Donc les choses sont légèrement en train d'évoluer. Mais en gros, c'est toujours par la joie pour les Afro-Américains à cette période. Donc dans ce thriller, on va suivre une enquête visant à déterminer qui est à l'origine de l'assassinat de petites filles noires. Dans la petite ville de Birmingham, donc en Alabama, il y a des petites filles noires qui disparaissent. Et lorsqu'elles sont retrouvées, elles ont été violées et assassinées froidement. Donc c'est une ambiance assez pesante au sein de ce livre, je préfère prévenir. Donc la police évidemment ne fait rien parce que ça ne les intéresse absolument pas. Ce sont des petites filles noires qui disparaissent, donc autant dire que ce n'est pas du tout la priorité de la police. La police s'en fout complètement. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Donc une des familles des victimes décide de faire appel à un détective privé, un certain Bud Larkin. Donc il faut savoir que Bud, c'est un détective qui a été viré de la police. Il passe H24 bourré dans son bureau, il n'a quasiment pas d'affaires, il vit dans une véritable porcherie. Donc bon, on va dire que les parents ont fait avec les moyens qu'ils avaient, mais c'était pas le meilleur détective à aller trouver dans ce genre de situation. Par la suite, Bud va embaucher une femme de ménage, Adela, donc c'est une femme de ménage noire. À partir de là, la femme de ménage va réaliser que Bud est sur l'enquête des jeunes filles noires disparues. Et cette enquête l'intéresse puisqu'elle connaît les parents des victimes, elle-même a une fille et a peur pour sa fille.
Donc elle est d'autant plus intéressée par cette enquête et elle décide d'aider Bud à mener l'enquête. Donc évidemment, je ne vais pas vous raconter comment va se dérouler l'enquête, mais on voit déjà qu'on a deux personnes totalement différentes. On a le détective blanc, raciste, alcoolique et la femme de ménage noire qui est une femme qui se bat pour survivre dans cette société tout simplement. Donc on a des personnages totalement différents qui vont devoir collaborer ensemble pour mener cette enquête à son terme. Je vous laisserai découvrir dans le livre comment l'enquête va se dérouler. Je n'en dis pas plus. Je vais vous dire simplement les points positifs et les points négatifs du livre, enfin ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai moins aimés. Je commence par les points négatifs. Ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouve que l'enquête avançait trop lentement à mon goût. C'était vraiment... Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps, on n'a pas envie de s'arrêter de lire parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Mais d'un autre côté, l'enquête, elle patine et c'est normal parce qu'on a un détective qui a, je sais pas, 5, 6, 7 grammes d'alcool dans le sang tous les jours. Donc, c'est compliqué d'avancer sur une enquête. Je pense aussi que c'est aussi la volonté des auteurs de montrer que l'enquête n'avance pas parce que ça concerne des personnes noires. Donc, forcément, il n'y a pas de moyens qui sont mis en œuvre. Ils ne sont pas aidés par la police. J'ai trouvé une certaine lenteur parfois dans le récit. Ce que j'ai apprécié en revanche, c'est que je ne m'attendais absolument pas du tout à la fin. Alors d'habitude, quand je lis les Agatha Christie, j'arrive toujours à deviner qui est le coupable. Et là, je n'ai pas du tout deviné. Peut-être aussi, je me dis, après coup, j'aurais pu le deviner. Mais en fait, j'ai l'impression que le héros là, Bud, mais j'ai l'impression que Bud, il boive tellement dans le récit que moi aussi, ça m'a rendu saoul. J'avais l'impression d'être un peu bourrée en lisant ce livre parce qu'il boit tellement que ça m'a contaminé l'esprit et du coup, j'ai l'impression qu'avec l'alcool, j'étais pas totalement apte à trouver le coupable. On va dire que c'était ça, mais d'habitude, je le trouve et là, j'étais très surprise à la fin. Donc, c'est ce qui fait, je pense, un bon thriller quand on est surpris à la fin. D'ailleurs, si vous l'avez lu, dites-moi si vous aussi, vous aviez deviné qui était le ou la coupable. Je fais une petite parenthèse sur ce livre. Concernant les critiques, je ne lis quasiment jamais les critiques littéraires qui paraissent dans la presse parce que j'ai pas envie de me spoiler. Parfois, je trouve qu'il y a des spoils et parfois, je trouve que certains livres sont encensés pour rien. Je lis uniquement les critiques sur Bookstagram, sur Booktube. Ici, on trouve des critiques donc à l'arrière et également sur la page de couverture. Et en fait, je vous avoue qu'il y a certaines critiques que j'ai pas trop compris parce que je trouvais ça quand même assez étrange. Par exemple, je vous en lis une. Hyper addictif. Alors ça, je suis d'accord avec ça parce que, comme je vous ai dit, on a du mal à s'arrêter de tourner les pages. Une lecture bonbon. Une lecture bonbon. Super bien construite. Un livre qui se lit tout seul dans le bon sens du terme. Ok. Lecture bonbon. J'ai eu du mal avec ça. En fait, je crois qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est une lecture bonbon. Pour moi, une lecture bonbon, ça va être Harry Potter, la chronique des Bridgerton, des Agatha Christie, je sais pas. Ou alors, j'en lis pas, mais j'imagine les Cozy Mystery, on pourrait peut-être appeler ça une lecture bonbon. Mais là, un livre aussi pesant qui parle quand même de viol et de meurtre d'enfants, j'appellerais pas ça une lecture bonbon. Je sais pas vous, mais moi, j'appellerais pas ça une lecture bonbon. Donc, je suis d'accord que c'est un livre qui peut plaire. Moi, ce livre m'a plu, sinon je ne vous en parlerai pas ici. Mais c'est pas une lecture bonbon, les gars. Donc, si vous lisez les critiques avant, ne vous attendez pas à vous retrouver au pays des bisounours en lisant ce livre. Parce qu'il est vraiment pesant, il est vraiment dur. Donc, je ne sais pas ce que la personne voulait dire par lecture bonbon. Si les meurtres et viols d'enfants, pour elle, elle considère ça comme une lecture bonbon, c'est bizarre. Bon, ça se passe de commentaires. Ce n'est pas une lecture bonbon, mais c'est une bonne lecture quand même. On change de registre et on va aller vers du young adulte avec The Black Kids de Christina Ammons Reid.
Ce livre est sorti en 2020, donc assez récemment. Et je remercie à nouveau les éditions Slalom qui m'ont gentiment envoyé ce livre. Avec ce roman, on va faire un bond dans le temps puisqu'on va dans les années 90. On va suivre une jeune afro-américaine qui s'appelle Ashley et qui vit à Los Angeles avec sa famille. Donc la particularité comparée à beaucoup de livres qui parlent des Afro-Américains, ici on suit une famille afro-américaine assez aisée. Donc Ashley, elle vit dans les beaux quartiers de Los Angeles, elle fréquente des bonnes écoles, un bon lycée et voilà, ses parents vivent dans un certain confort matériel et financier qui font qu'elle échappe à beaucoup de problématiques rencontrées par les Afro-Américains. Elle a beaucoup d'amis blancs, évidemment, puisqu'elle fréquente un milieu plutôt blanc et elle ne fréquente pas trop les milieux afro-américains, comparée à sa grande sœur qui, elle, a coupé un peu les ponts avec sa famille pour se rapprocher de la street. Vraiment, la grande sœur, on est sur autre chose. La grande sœur, c'est une rebelle. Donc, elle a fait sa rébellion. Et c'est très intéressant de voir les différences entre les deux, entre Ashley et sa sœur, puisque on voit vraiment une sorte de véritable rupture entre deux modes de vie. La petite Ashley, même si elle vit, on va dire, dans sa petite bulle, il n'empêche qu'elle subit sans cesse des micro-agressions racistes. Les micro-agressions, c'est du racisme, mais beaucoup moins prononcé que le racisme qu'on a pu voir dans le premier livre dont je vous ai parlé. Là, c'est vraiment des petites phrases, vous savez, ces petites phrases qui titillent un petit peu. Et c'est vrai que quand on est face à ce genre de situation, on ne sait pas trop quoi répondre. Bref, on connaît, on sait ce que c'est. Donc, dans ce livre, il y a plein d'exemples de micro-agressions qui sont subies quotidiennement par Ashley. Mais Ashley, bon, voilà, ça va. Elle vit sa petite vie. Ça la saoule, mais elle le relève pas trop. La vie d'Ashley va être totalement bouleversée par le lynchage de Rodney King. Donc, pour rappel, Rodney King, c'était un Afro-Américain qui a été passé à tabac par la police. Et en fait, ce passage à tabac a été filmé et a indigné le monde entier. Et ce qui a déclenché des émeutes, c'est que les policiers qui ont été filmés en train de le tabasser ont été tout simplement acquittés. Donc il s'en est suivi d'énormes émeutes à Los Angeles notamment. Ashley va se retrouver un peu entre deux mondes, entre son monde privilégié, son monde assez blanc et la réalité de ce qui se passe en tant qu'Afro-Américain. Et tout ça va lui faire prendre au fur et à mesure conscience du racisme qu'elle-même subit et va la faire évoluer et va faire évoluer aussi ses relations avec ses meilleurs amis, son entourage. Donc on va avoir une véritable évolution du personnage qui est très intéressante à suivre. Ce que j'ai moins apprécié, on va dire, dans le livre, c'est le fait, et c'est propre à beaucoup de young adultes, c'est l'écriture. Vraiment, je trouve que c'est pas forcément très bien. Ou peut-être c'est la traduction, je ne l'ai pas lu en VO. Donc peut-être que ceux qui l'ont lu en VO auront un avis différent, mais je trouvais la traduction pas très très bonne. Donc l'écriture, c'est un peu ce que je reproche dans beaucoup de young adultes, c'est pas terrible. Ensuite, je trouve que les personnages n'étaient pas assez creusés. On restait beaucoup en surface des personnages, alors même qu'ils sont très intéressants, notamment la sœur. Je trouve que la grande sœur de Ashley, elle est super intéressante et c'est un peu dommage. Elle apparaît comme ça en fond, elle apparaît, comme la grande sœur rebelle, mais j'aurais aimé qu'on creuse un peu son personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est l'histoire, parce que j'aime beaucoup la manière dont les personnages vont évoluer. J'aime bien quand il y a des prises de conscience, quand il y a un éveil des personnages, donc ça c'est très bien. Je trouve que ce livre ferait une très bonne série Netflix. D'ailleurs, quand je le lisais, j'avais plus l'impression de lire une série Netflix. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-moi quelle actrice incarnerait bien Ashley. Mais ça vaut le coup de le lire si vous aimez les young adultes notamment. Ça va vous permettre de vous mettre dans la peau d'une adolescente afro-américaine. Et en plus de tous les tiraillements de l'adolescence, de devoir gérer le poids de toutes ces questions raciales, puisqu'Ashley, elle a au final un véritable poids qui lui pèse sur les épaules. Donc ce livre, évidemment, est important à lire pour le Black History Month. C'est un livre qui s'inspire de faits réels qui ont eu lieu en 1990 et on se rend compte que encore aujourd'hui, même là, récemment en 2023, qu'on a déjà eu
un lynchage d'un homme afro-américain aux États-Unis par la police. Donc, voilà, c'est un livre qui est important à lire, mais ne vous attendez pas à de la grande littérature. Enfin, le dernier roman que je vais vous présenter a été une lecture coup de cœur que j'ai lu pendant le confinement, le tout premier confinement, et que j'ai adoré. Il s'agit de 1000 petits riens de Jodi Picoult. Ce livre est sorti en 2016 et là aussi on fait un bond dans le temps puisque l'histoire se déroule plutôt dans les années récentes, donc on va dire 2016, 2017, 2018. Bon, non, l'histoire est sortie en 2016, c'est pas un roman futuriste, donc l'histoire doit se dérouler en 2016, tout simplement, on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai été inventer des dates. L'histoire se déroule au moment où l'auteur l'écrit. Dans ce livre, on suit l'histoire de Ruth, qui est sage-femme et qui est passionnée par son métier. Elle a une véritable volonté de s'intégrer à la société américaine. On peut faire un peu le parallèle avec l'histoire précédente dans le sens où Ruth a voulu s'éloigner du milieu afro-américain. Elle a décidé de vivre dans un quartier bourgeois, blanc. C'est un peu ce qui est agaçant avec son personnage, en tout cas au début. On est un peu énervé parce qu'elle tourne totalement le dos à sa culture. Tout comme le livre précédent, elle a également une sœur qui est totalement l'inverse d'elle. La sœur, donc sa sœur Adissa, elle est restée dans son quartier afro-américain. Elle est en constante lutte contre le système. Elle représente l'afro-américaine qui est révoltée et engagée, alors que Ruth, sa sœur, représente l'afro-américaine qui veut un peu se faire petite pour s'intégrer dans le système. Donc on a là, encore une fois, deux modèles assez différents qui sont illustrés par deux sœurs totalement différentes, comme dans The Black Kids. Donc Ruth, elle vit sa vie, on va dire, tranquillement. Et un jour, elle va s'occuper de l'accouchement d'un couple et malheureusement, le bébé va décéder sous sa surveillance. Et pour compliquer la situation, le couple dont elle s'est occupée du bébé est un couple de suprémacistes blancs. Donc évidemment, Ruth sera la coupable idéale puisqu'ils vont l'accuser tout simplement d'avoir tué leur bébé. Et là, la vie de Ruth va sombrer dans l'enfer à partir de ce moment-là. C'est un roman qui est raconté à trois voix. On a Ruth, la sage-femme, on a Turk Bauer qui est le père suprémaciste blanc, donc le père du bébé décédé, et on a Kennedy, l'avocate de Ruth, donc l'avocate de Ruth qui est également une femme blanche. Les romans polyphoniques me font toujours un peu peur dans le sens où parfois je trouve qu'on ne distingue pas assez la personnalité de chaque protagoniste. Là, ce n'est pas le cas puisque on a vraiment à chaque fois des personnalités bien différentes et bien identifiées et trois points de vue qui permettent de donner une véritable profondeur à l'histoire. Le point de vue de Ruth, donc on voit cette femme qui a tout fait pour s'intégrer depuis toujours et qui va se retrouver injustement accusée et on va sentir vraiment en elle s'éveiller quelque chose. Voilà, je vous laisserai découvrir. On a également le point de vue de Turk qui est le suprémaciste. Alors là, c'est très dur d'être dans la tête d'un suprémaciste blanc, mais c'est très intéressant aussi parce qu'à travers lui, on voit les mécanismes qui mènent à la haine. Au final, on se rend compte que beaucoup de personnes sont engrainées dans ces systèmes de haine, dans ces systèmes de détestation, parce qu'eux-mêmes sont des personnes qui sont en souffrance, qui ont vécu dans la pauvreté, dans la misère et dans la violence, et qui se font embrigader par des personnes qui arrivent à leur retourner le cerveau et qui font du mal aux autres parce qu'eux-mêmes sont en grande souffrance. Alors, je ne suis pas du tout en train de justifier les suprémacistes blancs, mais la haine a toujours une origine quelque part et on le comprend en lisant l'histoire à travers les yeux de Turk. Kurt ou Turk, je ne sais même plus comment le gars s'appelle. Turk. Bon, Turk il s'appelle. Déjà, il a un vieux nom déjà. Rien que tu nais avec un nom comme ça, tu es déjà énervé. Donc bon, bref. Ce qui est aussi très bien, c'est que on a toutes les stratégies mises en place par les suprémacistes blancs pour faire passer leur message. Donc nous ne sommes plus à l'époque du Ku Klux Klan, nous ne sommes plus à l'époque des lynchages sur la place publique, quoique... Bref, parfois on pourrait se poser la question, mais nous ne sommes plus à cette époque. En revanche, ils ont des nouveaux outils de communication qui sont tout aussi dangereux, notamment via Internet. Enfin, on a le point de vue de Kennedy, l'avocate.
Alors Kennedy, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Elle apporte une véritable légèreté dans l'histoire parce qu'elle est très drôle. Il y a plein de situations très cocasses entre elle, sa mère et sa fille notamment. C'est une avocate qui est dévouée et qui veut vraiment bien faire son travail. J'avais un peu peur au début que ce soit un peu, qu'on soit dans le white savior syndrome, c'est-à-dire qu'on soit dans le mythe, ce syndrome du sauveur blanc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur internet. En fait, c'est la volonté de certaines personnes blanches de vouloir sauver des personnes qui ne sont pas blanches à tout prix. En plus, elle s'appelle Kennedy. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment un peu la sauveuse, l'avocate sauveuse qui va sauver cette pauvre sage-femme noire. J'avais un peu peur de ça. Mais l'autrice, elle a été très maligne puisque elle ne tombe pas dans ce piège. Au début, on a l'impression que c'est ça, mais l'évolution de Kennedy va faire en sorte qu'elle-même va se rendre compte de certaines choses. J'ai beaucoup aimé lire l'histoire à travers ces 3 points de vue. En tout cas, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu et j'ai pas vraiment de points négatifs sur ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas, lisez-le. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ces 3 lectures pour le Black History Month. Donc on s'est concentré sur l'histoire afro-américaine afin de revenir aux sources du mois de l'histoire noire qui se déroule à la base aux États-Unis. Pour conclure, pourquoi ces lectures sont importantes? Parce que certains disent que le passé, il ne faut pas revenir dessus, ça empêche d'avancer. Pourquoi toujours regarder en arrière? Pourquoi toujours vouloir s'attacher au passé? Je suis totalement d'accord avec ça. On n'est pas prisonnier du passé. Il ne faut pas rester enchaîné à son passé. Cependant, il est important de connaître le passé pour comprendre ce qui se passe actuellement. Une société ne peut pas évoluer si elle ne connaît pas son passé, si elle ne connaît pas son histoire. Il faut comprendre le passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Le racisme aux États-Unis, c'est une très longue histoire qui commence avec l'esclavage, qui a continué tout le long, avec notamment la ségrégation qu'on a pu voir dans le premier livre, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire qui se répète, les violences policières, les accusations à tort, être face à un système qui est injuste. Ce sont des situations qui se répètent et qui sont bien illustrées dans les 3 livres que j'ai présentés. Donc, à travers ces lectures, on voit que peu importe son niveau social, peu importe la fortune, le racisme est présent. Et pour mettre fin à ce racisme, il faut connaître son histoire. Et quoi de mieux pour connaître cette histoire que de la commémorer à travers un mois qui lui est entièrement dédié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de lire les livres que j'ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, lesquels vous font envie. N'hésitez pas à donner vos recommandations de livres qui parlent de l'histoire des Afro-Américains et on se dit à très bientôt pour un prochain voyage littéraire.